Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho spéciale Tech. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Delima, économiste chez CGI Consulting, auteur de Capitalisme et technologie, liaison dangereuse. Denis Jacquet, entrepreneur du numérique et fondateur du mouvement Day One. Et Nicolas Collin, entrepreneur et essayiste, auteur d'un contrat social pour l'âge entrepreneurial. Bonjour à tous les trois et merci d'avoir accepté notre invitation. Au Bonjour. programme de cette émission, aux États-Unis, plus de 220 000 employés du secteur des nouvelles technologies ont été licenciés sur un an. Jusqu'où ira la vague de licenciements? Le modèle de la tech américaine est-il en crise? On en parle dans un instant. Et si l'arrivée pour le grand public de l'intelligence artificielle ChatGPT changeait la donne, ce logiciel particulièrement performant bouscule les GAFA qui semblaient peu préparés. Microsoft s'apprête lui à investir plusieurs milliards de dollars. L'intelligence artificielle est-elle le nouveau Graal? Reportage et analyse à suivre. Enfin, intelligence artificielle, robots, numérisation, quel impact ces innovations ont-elles sur la croissance et le marché du travail? Quels nouveaux emplois émergent? Quelles sont les tâches humaines amenées à disparaître, remplacées par la machine? On fera le point avec nos invités. Mais d'abord, 12 000 licenciements chez Google, 11 000 chez Facebook, Instagram, 10 000 chez Microsoft, 18 000 pour Amazon, 4 000 chez Cisco, 3 700 chez Twitter. Le secteur des technologies licencie à tour de bras. Nicolas Collin, comment l'expliquez-vous? Alors, ça s'explique par une raison très simple, c'est qu'il y a un retournement général de l'économie et avec ça un atterrissage du marché, du secteur particulier des entreprises numériques qui sont touchées par les multiples ajustements sur le marché, du côté de la consommation, du côté du marché du travail. On sort d'une période de 2-3 ans de pandémie et de post-pandémie où on a remis en cause un certain nombre de choses, la façon dont on consomme, la façon dont on travaille, avec le développement du travail à distance, le développement d'un certain nombre de services. Dans un contexte où les gens étaient confinés pendant un moment et devaient prendre les mesures de distanciation sociale. Et donc tout ça, ça a fait énormément bouger la façon dont l'économie numérique se comportait, dans un contexte de capital très abondant du fait des taux d'intérêt bas, et à partir du moment où les modes de vie, les modes de consommation, les modes de travail se stabilisent et les taux d'intérêt remontent, tout d'un coup, ça oblige ces entreprises à se stabiliser elles-mêmes, à trouver leur point d'équilibre, et pour certaines d'entre elles, elles s'aperçoivent qu'elles ont trop embauché dans la période récente, où elles ressentent encore trop d'incertitudes et elles préfèrent réduire leur masse salariale pour faire face à des difficultés potentielles dans les mois qui viennent. Denis Jacquet, ces entreprises ont-elles trop embauché? C'est un retournement conjoncturel? En fait, il y a toujours deux règles un petit peu différentes. Il y a la règle du soufflet, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le soufflet est gonflé un peu artificiellement par une situation temporaire, ça c'est ma position personnelle, mais une réaction assez hystérique au Covid dans pas mal de pays assez forts, la France, l'Italie, l'Australie, le Canada, qui ont été quasi djihadistes sur le sujet selon moi, mais on a cassé l'économie mondiale. On voit aussi aujourd'hui les résultats terribles qu'on est en train d'engranger à cause de ça, parce que ça a été l'unique obsession. Donc forcément, ça a, comme disait Nicolas, généré des activités. Amazon a rebondi de partout, mais Alibaba aussi, son concurrent chinois, a monté. Tous nos usages, on se servait depuis notre canapé, en tout cas dans les pays confinés, parce que pour moi qui suis en Floride, on ne sait même pas ce que c'est que la définition du confinement. Donc automatiquement, on a changé. Donc les gens ont simplement pas trop embauché. Ils ont adapté ce dont ils avaient besoin, les Deliveroo, les Amazon, pour vous servir un petit peu à la maison. Comme le disait Nicolas, les taux étaient un petit peu bas, mais la deuxième règle, c'est que tout ce qui monte est appelé à descendre. La question, c'est que quand ça monte très haut, la chute est plus violente. Et donc là, maintenant, on est en période de chute parce que les taux remontent. Et il y a deux choses à bien distinguer. Il y a la valorisation et il y a le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires de ces boîtes a explosé pour toutes ces qui étaient vraiment liées à une consommation à distance, directe ou indirecte. Mais elles ont surtout fait un chiffre colossalement plus fort. Donc chiffre d'affaires et valorisation, les deux ont été un peu synchronisés pendant quelques mois. Puis tout à coup, on revient un peu à la réalité. Il y a des menaces de récession, il y a une inflation catastrophique, il y a des taux d'intérêt qui montent. Et ces boîtes, aujourd'hui, elles ont deux choses à faire. Un, se réadapter à un niveau qui est plus
plus décent. Et puis surtout, elles se disent, mais aujourd'hui, comment je peux acheter aussi avec mes actions d'autres actions? Quand vous prenez Elon Musk et Twitter, il a pris dans sa poche Tesla qui était survalorisé, il s'est payé Twitter avec. Aujourd'hui, s'il le refaisait quelques mois plus tard, il devrait vendre pratiquement 2 fois plus d'actions. Donc forcément, aujourd'hui, on licencie à tout va les gens qui ne sont pas essentiels dans l'entreprise ou ceux qui sont en surnombre. C'est quel poste exactement? C'est des postes Amazon, typiquement, si vous avez moins d'activité à domicile, vous licenciez des livreurs, vous licenciez des gens dans vos centres de logistique, vous robotisez aussi de plus en plus de façon à vous en passer, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc tous ceux qui sont non essentiels, parce qu'effectivement ceux qui sont vraiment cruciaux pour vous, les développeurs, les programmeurs, ceux-là, vous les laissez surtout pas partir. Donc en fait, on élimine un petit peu le gras qu'on a fait pendant cette période-là et on revient à la normale. Et puis on améliore son corps de bourse parce qu'on dit à la bourse, vous savez, on est des gentils garçons, on va baisser nos coûts, on va faire plus de profits, donc réaugmenter notre cours. Avant de revenir peut-être à la bourse, on l'a dit, de l'inflation, la hausse des taux, la baisse de la croissance, c'est un retournement conjoncturel? Oui, c'est un retournement conjoncturel et pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est d'autant plus problématique qu'il y a une différence fondamentale entre justement cette crise que vit les GAFAM aujourd'hui et celle qu'on a connue sur les nouvelles valeurs technologiques de l'année 2000-2001, à savoir que normalement on devait compter sur une abondance de liquidités. Vous savez qu'en 2000-2001, ça a mis 6 ans avant de se retourner. Aujourd'hui, ça aurait dû être très rapide, en quelque sorte résorbé assez rapidement par la liquidité. Et là, la hausse des taux va encore enchérir évidemment les emprunts et donc automatiquement va rendre encore plus difficile les ajustements structurels que doivent faire ces acteurs de la nouvelle économie. Parce que le vrai sujet, c'est la survie de ces acteurs centraux de la nouvelle économie et par ruissellement tout un tas de start-up également. Donc là, effectivement, les conditions macroéconomiques ne sont pas extrêmement favorables. Mais enfin, il faut savoir que la destruction créatrice de ces acteurs-là, c'est pas quelque chose qui leur fait peur du tout. Et c'est même d'ailleurs leur ADN. Donc je suis plutôt, on va dire, un ajustement peut-être un petit peu plus long que prévu. Et à mon avis, voilà, très rapidement, on devrait se focaliser sur des métiers un petit peu centraux, un petit peu tangibles, et puis probablement un petit peu dégraisser un peu tout le superflu et la bullshit job machine, quoi, comme on dit, hein, en anglicisme que vous n'aimez pas. Là, on a parlé de conjoncture, Nicolas Colin. On a vu aussi que ces géants perdaient des recettes publicitaires. Est-ce que c'est la fin d'une croissance à 2 chiffres et est-ce que c'est leur modèle économique finalement qui est remis en cause d'une certaine façon? Alors pour ceux qui ont les 2 principales entreprises qui vivent de recettes publicitaires, parmi ces géants, c'est Google d'un côté et Meta, ex-Facebook, de l'autre. Il y a aussi Amazon qui a beaucoup développé les activités de régie publicitaire sur son site de e-commerce. Quand on va faire son marché sur Amazon, on est de plus en plus confronté à la publicité sous toutes ses formes. Mais en même temps, la publicité, c'est un secteur qui évolue à toute vitesse et qui est énormément conditionné par 2 choses, par les contraintes techniques qu'imposent les opérateurs de terminaux. Les terminaux qu'on utilise tous au quotidien pour accéder à des ressources en ligne. Et puis d'autre part, la tolérance des individus, des utilisateurs à se voir présenter trop de bannières, trop d'interruptions. Et ces deux tendances, en fait, ces deux jeux de contraintes évoluent de façon relativement coordonnée. Il y a eu énormément de débats il y a plusieurs mois sur le choc qu'a ressenti Facebook Meta sur son cours de bourse était en partie dû à un resserrement des contraintes sur l'utilisation des cookies par la société Apple sur ses terminaux, qui a un peu mis en danger ou déstabilisé le modèle d'affaires, la possibilité de collecter des données, d'apprendre à mieux connaître les utilisateurs, de leur présenter des publicités ciblées. Et à côté de ça, donc ça c'est d'un côté ce qui se passe sur les terminaux et les règles qu'imposent des entreprises comme Apple qui maîtrisent l'environnement dans lequel on accède à des ressources en ligne. Et de l'autre côté, il y a la société dans son ensemble qui évolue, qui a constaté dans ces années un peu terribles les dérives auxquelles on pouvait assister sur les réseaux sociaux, les délires complotistes, l'influence de personnages comme Donald Trump, etc. Et donc il y a toujours des gens qui sont à fond là-dedans, mais il y a aussi la majorité qui prend un peu de recul par rapport à ça, qui s'interroge sur est-ce que je passe trop de temps sur les réseaux sociaux, est-ce que je laisse ces entreprises collecter trop de données sur moi, est-ce que je ne suis pas enfermé dans une bulle et coupé de ce qui m'intéresse vraiment.
Et donc, on est en train d'assister à ce reflux, en fait. Les gens prennent un peu leur distance par rapport aux écrans, se méfient un peu plus des données qu'ils abandonnent à ces entreprises, déploient des dispositifs comme des blocages anti-pub sur leurs terminaux parce qu'ils veulent avoir une expérience plus fluide et avec moins d'intrusion dans leur vie Donc on quotidienne. l'entend, une certaine méfiance. Denis Jacquet, ce qui frappe également, c'est la violence avec laquelle se sont faits ces licenciements des salariés qui l'apprennent sur les réseaux sociaux. Comment vous expliquez une telle brutalité? Quel intérêt? Alors, en fait, c'est pas lié aux acteurs du digital. Ça veut dire que les autres secteurs font la même chose? Non, mais la façon dont les États-Unis licencient. C'est-à-dire que tout est fluide aux États-Unis. Alors, heureusement, fluide, malheureusement, brutal, ça ça dépend comment. Mais en fait, vous pouvez sortir très rapidement et re-rentrer très rapidement. En France, on sort très lentement, mais on peut rentrer très excessivement lentement. Et d'ailleurs, le chômage est toujours beaucoup plus important. Mais vous voulez dire que vous parliez de bullshit job tout à l'heure, ou de travailleurs de la deuxième ligne, ceux qui ont été licenciés, est-ce qu'ils vont retrouver facilement du travail en l'occurrence? Pour l'instant, le marché de l'emploi est plutôt bon aux États-Unis, donc on retrouve des jobs, et d'ailleurs il y a plein de catégories de jobs sur lesquelles vous ne trouvez personne. Enfin, moi je prends toujours le même exemple, j'ai investi dans une pâtisserie qui est à Austin au Texas. Aujourd'hui, le salaire il y a 1 an et demi pour un boulanger, une serveuse, était à 10 ou 11 dollars de l'heure. Aujourd'hui, à moins de 22 dollars de l'heure, personne ne se déplace pour venir travailler chez vous. C'est le problème inverse. Des salaires où quelqu'un gagnerait à peine le SMIC en France et où il gagne 3 à 3 500 à 4 000 dollars par mois. On ne trouve personne. Donc aujourd'hui, le marché de l'emploi est plutôt actif. Il y a de la place. Il y a toujours forcément des jobs, mais tous ceux qui sont dans un environnement de boîte du digital, en général, arrivent à retrouver quelque chose. Après, ça dépend dans quelle ville vous êtes, parce que les États-Unis, c'est des États-Unis. Et donc, du coup, il y a des villes, des industries dans lesquelles, quand vous perdez un emploi, vous ne le revoyez jamais. Mais dans ces zones-là, pour l'instant, il n'y a pas trop de problème. Si on suit le raisonnement de Denis Jacquet, Pascal de Lima, est-ce que c'est paradoxalement ces licenciements une bonne chose, dans le sens où ça va réduire l'inflation et peut-être réduire cette hausse des taux des banques centrales qui peut occasionner de la récession, du ralentissement économique? Ça, je ne peux pas vous le dire. Par contre, je peux vous dire sur la question quand même précédente qui était particulièrement intéressante, qu'il y a effectivement un ajustement nécessaire, et ça renvoie aussi à ce que vous disiez, il y a un ajustement nécessaire, il y a une saturation aussi un peu des offres de services. Facebook, par exemple, a un nombre d'utilisateurs, ça c'est difficile d'aller au-dessus. Sur pas mal d'utilisateurs, de nombre d'utilisateurs, on arrive quand même, c'est une courbe l'économie, donc on arrive quand même à un optimum où il y a un moment donné, il faut se reposer les bonnes questions. Et puis il y a la data qui est arrivée aussi, qui permet de mieux connaître le consommateur. Donc on a très bien compris où aller désormais, et donc il y a un réajustement structurel qui s'opère. Deuxièmement, sur les emplois, automatiquement aussi, il y a une rationalisation du marché du travail sur ce terrain-là, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 2% de chômage dans la tech aux États-Unis, donc et que ceux qui ont été licenciés retrouvent dans les 2 mois, j'ai lu même dans le mois qui suit, un emploi. Donc ce sont quand même ce qu'on appelle des talents du numérique qui retrouvent assez facilement un emploi la plupart du temps. Donc voilà la situation actuelle. Évidemment que le numérique contribue à la croissance économique, que ça va contribuer également à résorber peut-être une partie, je dirais, des excès de cette économie pour retrouver un sentier stable et peut-être un ajustement de la politique monétaire avec des répercussions sur l'inflation, mais c'est encore difficile de faire ce chaînon-là. Il est un peu trop rapide, si vous voulez. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui de sortir de ces excès et comme partout ailleurs, il y a largement l'intelligence pour aller vers un cycle économique nouveau. Alors on l'a dit, Nicolas Colin, les valeurs technologiques, elles ont souffert l'an passé en bourse. Est-ce qu'elles vont repartir à la hausse cette année? Quel en est-il de leur capacité d'investissement à ces géants du numérique? Elle est considérable en général. Ces géants du numérique, même si certains d'entre eux ont cédé à des pressions d'actionnaires activistes dans la période récente, ils se sont habitués depuis très longtemps à ne jamais verser de dividendes à leurs actionnaires, de façon à retenir le maximum de trésorerie possible. Et pour la plupart d'entre eux, ils se sont constitués d'énormes trésors de guerre. La dernière fois que je me suis penché là-dessus, c'est pas tout récent, mais Apple disposait de plus de 200 milliards de dollars de cash disponibles sur ses comptes en banque.
évidemment optimisés, placés, etc. Ils font de la corporate finance comme tout le monde. Mais l'idée de ces entreprises, c'est que justement, elles tiennent pour acquis, elles ont gardé une sorte de fibre entrepreneuriale, elles tiennent pour acquis l'instabilité du marché, le fait qu'à tout moment, il peut y avoir une nouvelle vague technologique, un nouvel entrant qui les déstabilise ou qui les met en danger sur leur position de marché. Et donc, elles tiennent absolument, un peu par paranoïa, à toujours garder cette capacité à investir. Donc, je n'ai pas vraiment de doute sur leur capacité à investir. Le problème qu'on va leur faire, le reproche qu'on va leur faire plus tôt, et là, il y a un très bon exemple avec Meta, c'est est-ce que vous n'avez pas trop investi dans des choses qui n'ont pas vraiment généré de retour ou qui ne se sont pas vraiment concrétisées, hein. Meta avait son plan très ambitieux d'investissement, de repositionnement vers la réalité virtuelle, le métaverse, etc. Ça lui a été énormément reproché sur les marchés financiers, à la bourse. Et maintenant, il y a toujours une capacité intacte à investir dans des projets ambitieux comme ça, mais il y aura une sorte de pression financière à réduire un peu la voilure et à en garder sous le pied. Et, Pascal Delima, pardon. Et ailleurs, en Europe, on voit que le Suédois Spotify, lui aussi, licencie. Est-ce que ces vagues de licenciement, finalement, elle est mondiale ? Alors, les vagues de rationalisation de l'emploi est mondiale, effectivement. L'Europe a souvent 4, 5, 6 années de retard, mais copie souvent le modèle américain dans le domaine de la tech. Donc, je ne serais pas étonné qu'on arrive aussi à une rationalisation plus forte dans les prochaines années en Europe. Spotify, vous l'avez dit, Spotify qui est un petit peu comme Meta, sont d'ailleurs les deux seuls qui font, je dirais, des pertes en quelque sorte, hein. Il faut savoir quand même qu'on n'est pas dans des sentiers de profit ou de chiffre d'affaires qui sont catastrophiques. Donc il y a une vraie rationalisation. Il y a de la marge, on entendait à l'instant. Il y a de la marge, hein, c'est pas une disparition. Et en Europe aussi, effectivement, on a ces préoccupations. Mais depuis, vous savez, on vit un cycle long depuis les années 80, une cinquantaine d'années, un cycle schumpeterien, avec l'intégration d'innovations disruptives pour stimuler la productivité. Et on a deux périodes. On a une période où les technologies ont contribué plutôt négativement à l'emploi, dans le monde entier, hein, avec une petite avance aux États-Unis, mais dans le monde entier, on l'a observé, et une contribution plutôt négative des nouvelles technologies à la création d'emplois. Et puis depuis 2015, depuis 2016-2017, qui est un peu la période charnière de cette longue période, on retrouve en fait des créations nettes d'emplois en Europe et également aux États-Unis. Donc c'est vraiment la destruction créatrice à laquelle on assiste aujourd'hui. On va parler précisément d'innovation, c'est notre deuxième partie d'émission, c'est l'appli dont tout le monde parle actuellement, elle pourrait bien bouleverser notre quotidien, le nouveau site d'intelligence artificielle ChatGPT, à réponse à tout, sur tout ou presque. Nos confrères de France Télévisions l'ont testé, regardez. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il pourrait bien bouleverser notre quotidien. Un logiciel d'intelligence artificielle appelé ChatGPT, à qui vous pouvez presque tout demander. Par exemple, rédiger une lettre de motivation. Quelques secondes de réflexion et le robot vous propose une version. Ou encore, écrire une dissertation sur la chute du mur de Berlin. Notre robot s'exécute. Lancé en fin d'année dernière, plus d'1 million de personnes l'utilisent à travers le monde, et notamment de nombreux étudiants. Vous avez essayé ? Ah oui. Et alors ? C'est exceptionnel. Franchement, c'est très très précis. On peut lui demander vraiment beaucoup de choses et c'est vachement précis. Si j'avais ChatGPT pendant l'examen, oui, j'aurais très bien réussi l'examen, mais malheureusement, je l'avais pas en ma possession. Forcément, beaucoup de petits malins ont fait des copier-coller pour leurs devoirs maison. Des cas de triche qui font réfléchir ce professeur. Il faut qu'on soit conscient de ces utilisations-là, de façon à ne pas donner des épreuves dans lesquelles, on va dire, ce type d'outil peut être utilisé sans contrôle, ce qui conduirait à des différences d'évaluation entre les étudiants qui s'en servent et ceux qui ne s'en servent pas. Certains s'amusent aussi à défier ChatGPT. Est-il capable d'écrire une chanson d'amour à la manière de Jean-Jacques Goldman ? Il le peut, mais sans le talent du chanteur. Peut-il écrire un rap sur notre journal de 13 heures ? Oui, mais pas sûr qu'on vende beaucoup d'albums. Le logiciel a ses failles. Il s'appuie sur des millions de données collectées sur Internet et donc pas toujours vérifiées. C'est parfois approximatif, c'est parfois inexact, c'est même parfois complètement faux ou inadapté ou inapproprié. Mais il n'en reste pas moins que c'est véritablement une innovation importante. Pour terminer ce reportage, la fainéantise nous pousse à demander un petit coup de main à ChatGPT. Mais au vu de sa réponse un peu alambiquée, on se dit que le logiciel ne va pas tout de suite
nous remplacer. Alors, beaucoup de réactions sur ce plateau, on le voit, hein, ce logiciel est encore perfectible, mais tout de même très impressionnant. Ouais. Est-ce que l'entrepreneur que vous êtes, l'avez-vous vu venir ? Alors, on ne l'avait pas vu évoluer à cette vitesse-là. C'est-à-dire qu'on sait tous que c'est l'endroit où l'investissement, enfin ça et l'automatisation, c'est les deux secteurs sur lesquels l'investissement est massif. En fait, la plupart des technologies, qu'elles soient blockchain, c'est des trucs très vieux, hein, qui ont 70, 80 ans, mais on n'avait pas de data et de capacité à la processer. Et puis là, c'est Donc vraiment tout à grand coup, public. on a le triptyque, donc c'est juste la fête, c'est le 14 juillet du digital. Tout à coup, on a des ordinateurs quantiques, on a des puissances de calcul, et en plus, on a une data à gogo, puisque tout utilisateur que nous sommes, on file tout depuis des années à nos principaux fournisseurs plutôt anglo-saxons, et ou en Chine aux Chinois. Et donc, du coup, c'est la fête pour tout le monde. Donc là, tout à coup, il y a une espèce d'accélération, et on le sait, c'est l'effet de la grenouille. Grosso modo, on ne sent pas l'eau monter, puis c'est quand elle est très brûlante qu'on se dit « Ah, c'est prêt, c'est là, et c'est brutal ». Donc là, on arrive à ce moment-là, et c'est vrai que pour tous ceux qui utilisent les chatbots, les fameux robots qui vont répondre sur les sites Internet, la plupart du temps, vous avez juste envie de leur donner une claque et de passer à autre chose en disant « Donnez-moi un humain ». Bon, là, effectivement, on s'aperçoit que la qualité de la réponse est parfois scotchante. Et quand monsieur disait dans le reportage tout de suite « Il y a souvent des erreurs, des trucs », mais oui, mais comme les êtres humains. Donc ça veut dire qu'il est sur une courbe de progression qui d'abord réplique l'incapacité de l'être humain à être parfait sur tout. Hein. S'il était parfait, on n'aurait pas les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui. Donc c'est pas pire. Et c'est plutôt de mieux en mieux parce que cette machine, elle apprend tous les jours et elle s'améliore tous les jours. Ce qui n'est pas forcément le cas des êtres pour humains. nous, des êtres humains. Donc plutôt, je veux dire que l'avenir joue plutôt dans leur sens et un petit peu moins dans leur nôtre. Et la deuxième chose, c'est de savoir où cette intelligence passe. Est-ce qu'elle vient augmenter la nôtre ou est-ce qu'elle vient la remplacer ? Et c'est vrai que moi, je voyais avec ma fille l'autre jour, elle me sort une super dissertation qu'elle avait fait à l'école, 13 ans. J'ai dit, écoute, Emma, je pense que ces mots-là, tu ne sais pas ce que ça veut dire parce que je ne l'ai jamais entendu prononcer. Elle me dit, oui, bon, c'est vrai, je l'ai pris sur Internet. Donc à un moment donné, moi, je n'ai pas envie que ma fille produise un truc fantastique. J'ai envie qu'elle produise quelque chose de fantastique, qu'elle a été cherchée, compris et restituer elle-même. Donc la problématique va être de savoir si ça nous rend plus intelligents ou si ça nous dépossède définitivement de ce qui nous reste. Alors avant peut-être de rentrer dans ce débat philosophique, on va en revenir aux chiffres. L'entreprise, elle est valorisée 29 milliards de dollars actuellement. Bien que pour l'instant, elle perd de l'argent. Nicolas Colin, à quand la rentabilité pour ChatGPT ? Alors, difficile à dire. Ça peut arriver demain, après-demain, jamais. Ça peut arriver sous la forme d'un rachat et d'une intégration avec une entreprise qui saura quoi en faire dans un modèle plus large. Mais là, ce à quoi on est confronté, hein, derrière ça, il y a cette organisation qui s'appelle OpenAI, qui est une sorte d'aboutissement de la culture de la Silicon Valley, c'est-à-dire cette culture de l'investissement, d'explorer de défricher des nouveaux terrains, de relever des nouveaux défis, qui est le croisement, enfin l'hybridation entre la culture des militaires qui veulent des résultats, peu importe le coût, parce que l'enjeu c'est de gagner la guerre. Hein. On sait que la Silicon Valley est en partie née avec les industries de défense, mais aussi la culture des hippies idéalistes qui veulent sincèrement changer le monde et améliorer la vie des gens. Et quand je dis c'est l'aboutissement de la culture de la Silicon Valley, c'est que OpenAI, ça a été créé par des vétérans, des gens qui ont déjà fait leurs preuves dans d'autres entreprises ou à la tête de fonds d'investissement, dont la fortune est faite, dont la notoriété est immense, dont les réseaux, la capacité à accéder aux bonnes personnes, aux bonnes ressources sont considérables, voire sans limite. Et certains d'entre eux se sont pris de passion pour relever ce défi-là, hein, faire avancer enfin l'intelligence artificielle pour qu'elle commence à se rapprocher des capacités de création et de production des êtres humains. Et ils y ont mis les moyens considérables dont ils disposent. Et là, on commence à en voir les fruits, en quelque sorte. Ça fait plusieurs années que c'est en cours. Ça fait plusieurs années qu'on se demande qu'est-ce qui va en sortir. Là, ils ont décidé de faire ce lancement à grande échelle auprès du grand public, qui a littéralement déferlé sur les réseaux sociaux, passionné les médias, passionner le grand public parce qu'on est le résultat d'un effort méthodique d'investissement de la part des gens qui ont accès à le plus de ressources et qui sont les mieux connectés dans la Silicon Valley. Pascal Delima, l'arrivée de ChatGPT, on le voit, fait sensation, mais ça fait aussi très mal aux GAFAM. On pense notamment à Google. Est-ce que Google est prêt à cette nouvelle concurrence ?
Google est prêt surtout pour y racheter bientôt ChatGPT, je pense. Mais en tout cas, si elle est... Ou est-ce qu'il développe c'est pas un service concurrent ou... Oui, il y a des services concurrents, il y a de la R&D, énormément de R&D chez Google sur à peu près tous les sujets, et je pense qu'on pourrait avoir un concurrent qui émerge aussi sur ce terrain-là. Mais vous savez, la question qui est posée, c'est celle de la relation entre l'intelligence artificielle et les humains, et leur capacité effectivement à vivre d'hybridation, c'est-à-dire en conciliant les deux, à la fois la technologie, l'intelligence artificielle et les métiers qui peuvent s'enrichir, et les utilisateurs qui peuvent utiliser ChatGPT pour s'enrichir aussi. Mais ce qu'il faut aussi préciser, c'est que ce logiciel ChatGPT, en fait, est une intelligence artificielle qui est fondée sur du machine learning et aussi sur du deep learning. Il combine un peu les deux. Il faut nous expliquer. Et, voilà, et ça permet, en fait, si vous voulez, d'avoir des combinaisons de connaissances qui sont extrêmement riches. Maintenant, il faut que l'expertise et que l'humain prenne le dessus. C'est-à-dire qu'un expert sur un sujet aura toujours la possibilité d'interpréter, d'analyser ce que produit en fait ce ChatGPT. Moi, j'ai eu à titre personnel, je l'ai vécu. Si vous posez une question descriptive, vous allez avoir une réponse assez précise. Si vous prenez une question analytique et transverse, vous n'allez pas avoir de réponse. Justement, j'ai posé la question à ChatGPT. La question suivante, l'intelligence artificielle est-elle plus intelligente que l'humain? Voici sa réponse. Sur certaines tâches, l'intelligence artificielle peut être plus efficace et plus précise. Mais ça ne veut pas dire qu'elle soit plus intelligente. L'intelligence est un concept complexe qui comprend la capacité à résoudre des problèmes, à apprendre, à prendre des décisions. L'intelligence artificielle excelle dans certains de ces domaines, mais n'est pas pour l'instant aussi douée que l'humain sur la compréhension du contexte, le bon sens, la créativité ou la gestion des relations sociales. De plus, l'intelligence artificielle manque de conscience de soi, d'émotions, de valeurs morales et de motivations qui font partie de l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle est finalement un outil créé et contrôlé par les humains. Elle ne peut effectuer que les tâches pour lesquelles elle a été conçue. Elle ne peut pas penser ou prendre de décisions par elle-même. Alors, est-ce que c'est de la modestie ou... Non, elle ne peut pas prendre de décisions par elle-même. Pour combien de temps? Mais c'est au vrai rythme où vont les innovations. La fin du texte a été écrite par ceux qui la conçoivent, parce qu'elle est vraiment tellement presque naïve et transparente qu'on se demande jusqu'à quel point elle est naturelle. Mais ça veut dire que c'est la mauvaise foi. Non, mais je pense que si on lui repose la question là en direct, on aura certainement à peu près la même réponse. Mais voilà, on arrive à un stade où il y a les premiers vrais débats philosophiques qui reviennent sur cette notion de conscience, d'intelligence, de transversalité, de remplacement. De prise de décision. Toujours, des gens qu'on connaît bien comme Luc Julia qui disent, bon les gars, fichez-nous un peu la paix avec la théorie du grand remplacement de l'intelligence artificielle. Je ne parle pas de d'autres. On va y venir. On n'y est pas encore tout de suite. Mais néanmoins, ce degré de finesse-là est quand même assez exceptionnel. Enfin, un truc qui détecte toutes les sensibilités, les répétitions, on appelle ça les patterns en anglais, et qui peut vous finir une œuvre musicale, une œuvre littéraire. Enfin, on arrive quand même à un stade où on peut au moins s'appuyer très fortement sur des outils comme ça. Vraisemblablement, les boîtes pour gagner de la productivité, pour ChatGPT aujourd'hui, s'ils décident de licencier, c'est-à-dire de vendre la capacité d'utiliser leur technologie, ils peuvent aujourd'hui encaisser des sommes monstrueuses et gagner beaucoup d'argent. Et je pense que, comme le disait Nicolas tout à l'heure, je pense que ça peut être demain, et demain, ils peuvent commencer à gagner de l'argent. Donc, on est vraiment à un stade d'excellence qu'on n'estimait pas arriver aussi vite il y a très peu de temps. Donc, c'est vraiment cette théorie du grand âge où, à un moment donné, on passe un cap qui est assez exceptionnel, et là je pense qu'on vient d'y aboutir. Oui. Nicolas Colin, on a vu cette semaine Microsoft va investir plusieurs milliards de dollars sur plusieurs années dans ChatGPT, 10 milliards investis cette année, après 1 milliard en 2019 et 2 milliards en 2021. Le groupe fondé par Bill Gates peut-il encore rattraper son retard, et est-ce que cette intelligence artificielle, finalement, ça n'est pas le nouveau levier de croissance pour ces géants du numérique ? Alors, c'est un levier de croissance pour tout le secteur, ça c'est incontestable. En ce qui concerne Microsoft, c'est une entreprise, évidemment, à l'histoire assez singulière et à la position aussi assez singulière sur le marché. C'est une entreprise qui est très présente sur le marché du service aux autres entreprises. Et l'une des caractéristiques du marché, de ce marché, quand on sert des entreprises plutôt que des individus, des consommateurs finaux, c'est une énorme, une rigidité considérable. En gros, une fois qu'une entreprise a fait l'effort de sélectionner un fournisseur, de déployer un outil en son sein
c'est très difficile de l'en déloger. Et donc, ça garantit à son fournisseur, le cas échéant de logiciel, comme c'est le cas pour Microsoft, une sorte d'activité récurrente pendant des très longues périodes. On a vu ça de façon assez singulière pendant la période du Covid, où on a vu déferler les outils de visioconférence, comme celui à travers lequel je vous parle, et notamment ce qui semblait être le champion émergent à l'époque, qui est l'entreprise qui s'appelle Zoom. Sauf que Zoom a été déstabilisé en fait assez tôt dans son élan pendant le confinement par des soupçons sur la sécurité, la capacité à des gens pas invités dans certaines visioconférences à y faire intrusion et à perturber le déroulement des réunions. Et tout de suite, les grandes entreprises qui se sont dit, en ce qui nous concerne, quelle solution de visioconférence on va développer au sein de notre organisation pour nos collaborateurs, notamment pour ceux qui veulent travailler depuis leur domicile. Ils ont dit on écarte Zoom parce qu'on n'y comprend pas grand-chose, mais il semble y avoir des problèmes de sécurité. On va se tourner vers l'entreprise qu'on connaît bien, à laquelle on achète du logiciel depuis toujours et qui est déjà présente dans la maison et qui est Microsoft. Et c'est pour ça que Microsoft Teams, le concurrent Microsoft de Zoom, a largement marginalisé son challenger à l'époque. Donc Microsoft, c'est ça, c'est une entreprise qui est présente et qui peut déployer à peu près tout et n'importe quoi auprès de ses clients existants, qui sont des grandes entreprises, des moyennes entreprises, et ceux dans le monde entier, y compris en Chine, sur des marchés plus difficilement accessibles. Et donc, pour eux, s'emparer de ChatGPT et des ressources sous-jacentes qui reposent sur de l'intelligence artificielle, c'est une façon de dire, on ne comprend pas encore trop ce qu'on va pouvoir faire de ça sur le marché du service aux entreprises, mais tôt ou tard émergera un usage dominant et nous voulons sécuriser l'accès à cette ressource pour pouvoir le distribuer à tous nos clients et devenir l'acteur de référence sur ce marché. Pascal de Lima, votre livre s'intitule « Capitalisme et technologie, les liaisons dangereuses ». Quel est le danger? Quel est l'impact de ces nouvelles technologies sur la croissance, le marché du travail? Très simplement, il est qu'au bout d'un moment, vous devez constamment reconstituer vos marges avec de nouvelles fonctionnalités de cette intelligence artificielle. Donc il y a une croissance, c'est comme une courbe jusqu'à l'optimum. Il faut savoir trouver l'optimum pour pouvoir ensuite régénérer une nouvelle activité autour de l'IA. Et il y a beaucoup de réflexions importantes là-dessus. Et puis le plus important, qui est le danger à mon avis essentiel, c'est qu'on vit un cycle d'offres depuis 50-60 ans, qui est un cycle d'offres, comme pour simplifier, montant, et un cycle de demande qui diminue. Qu'est-ce que vous voulez dire par cycle d'offres? Ce que je veux dire, c'est que les politiques publiques et de façon l'économie mondialisée est centrée sur l'entreprise, sur la productivité, on l'a vu lors de la crise de la Covid, cela a permis d'améliorer la productivité, mais en face, il y a un enjeu de pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'en face, vous avez des citoyens et vous avez le pouvoir d'achat. Donc il faut arriver à faire que cette technologie soit pas que des technologies au service de la productivité, mais des technologies qui soient mutualisantes, qui permettent d'améliorer aussi la création de valeur et le partage de richesses pour l'ensemble des stakeholders de l'entreprise, et en particulier évidemment les salariés. Ce que vous me dites, c'est que ces technologies, elles risquent de creuser les inégalités sociales, bien évidemment, d'entamer le pouvoir d'achat. Tout à fait. Dans quelle mesure? C'est même pas moi, c'est tout simple des études tout à fait rigoureuses, sérieuses, qui démontrent qu'il y a effectivement une concentration de richesses autour du développement de ces outils d'intelligence artificielle structurés autour d'un écosystème GAFAM et qui implique aussi un paquet de start-up qui ont une très forte capacité d'absorption de la rente économique et où le partage ou l'économie de ruissellement, comme on dit, ne se voit pas systématiquement. Donc l'idée, c'est de trouver les bonnes politiques publiques, de trouver les bons adressages microéconomiques pour les entreprises aussi, le bon management qui permette un partage de la valeur et faire en sorte finalement que vous enrichissiez vos métiers, mais qu'en même temps, vous puissiez à la fin quelque part retrouver vos billes et un certain intérêt économique. Denis Jacquet, Pascal de Lima vient de nous parler des risques de ces nouvelles technologies, mais faut-il y voir parallèlement une aubaine pour des pays aux populations vieillissantes, face à des tâches qui parfois sont pénibles? Est-ce que voilà, il y a des intérêts aussi pour la productivité, pour permettre à des usines de rester en Europe, par exemple, de ne pas se délocaliser? En fait, c'est comme tout, en fait, le même problème accouche pas forcément de la même solution et inversement. Donc en Asie, principalement à cause des problèmes de démographie, le Japon, la Chine, du vieillissement, vous avez des jobs à offrir, mais il n'y a personne pour les prendre. Donc en fait, ça fait 20 ans déjà qu'ils se posent la question de savoir d'abord par la robotisation et maintenant par l'automatisation. Qui sont et aussi peut-être parce qu'ils n'ont pas d'immigration. Voilà, l'idée de dire, et puis ils veulent
pas ou peu d'immigration, parce que ce n'est pas des cultures qui sont très ouvertes à la diversité, on va le dire comme ça. Donc la Chine sait qu'elle a ce problème, mais elle ne veut pas un afflux d'étrangers dans son territoire. Ce n'est pas son ADN, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Au XVe siècle, ça ne lui a pas porté beaucoup de bénéfices. L'Angleterre et la France sont venus la ravager, et depuis, ils ont gardé ça de façon mémorielle et quasiment... c'est ancré chez eux. Donc eux, ils l'ont fait non pas pour supprimer des emplois, mais pour occuper des emplois qui ne peuvent pas être occupés par des êtres humains. Nous, après, on s'est posé la question de savoir comment y aller. Alors en Europe, comme on le sait, on était en retard sur la robotisation, on est aussi en retard sur l'automatisation. Mais là, c'était pour retrouver des marges de productivité. Alors le premier paradoxe, c'est que depuis plus d'une dizaine d'années, la productivité plafonne à peu près partout et qu'on s'aperçoit que le digital s'est emparé de tous les secteurs, mais que la productivité est toujours plus ou moins en berne. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième que monsieur citait aussi, c'est que cette théorie du ruissellement, qui fait que cette productivité éventuellement gagnée ruisselle sur les gens, ne se fait pas. Et donc on a effectivement une espèce de schisme terrible avec une classe moyenne qui depuis 20 ans régresse vers le bas, un nombre de pauvres qui s'accroît tous les jours et un nombre de super riches qui permet effectivement à Vuitton d'avoir 25% de profit hier. Exactement. Alors peut-être avant de parler des remèdes, très brièvement, Nicolas Colin, quels sont les métiers amenés à se transformer ou à disparaître? Quels sont les métiers de demain et quelles sont les compétences qui ne sont pas automatisables? Alors ça, c'est une question à laquelle il est trop difficile de répondre. En une minute à peine. Je pense que l'automatisation, elle s'arrête forcément à un certain moment. Ça fait des années, par exemple, qu'on rêve de voitures sans chauffeur, de voitures où il n'y a plus ni volant, ni levier de boîte de vitesse, ni rien. On s'assoit, on programme une destination et la voiture conduit toute seule. Maintenant, on commence à avoir des ingénieurs qui sortent de leur cave dans toutes les entreprises qui se sont confrontées à ce défi et qui disent probablement ça n'arrivera jamais, c'est trop dur, trop dangereux de laisser ces voitures se mouvoir toutes seules sur la voie publique. Par contre, ça n'empêche pas des progrès considérables dans la correction de trajectoire, la régulation de vitesse, enfin des choses qui fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile et ça demande beaucoup moins d'efforts de conduire une voiture que c'était le cas il y a 10 ans. Donc ces progrès incrémentaux, on les ressent, on les ressent pas d'ailleurs tous dans notre vie quotidienne. Le plus souvent, on les ressent pas parce qu'on oublie à quel point c'était difficile de faire des choses qui sont devenues si faciles aujourd'hui. Donc moi, je regarde ChatGPT avec intérêt, mais pas non plus avec bouleversement. J'y vois quelque chose qu'on devinait depuis longtemps avec l'autocomplétion des requêtes sur Google, par exemple, ou l'aide à la rédaction dans les emails qui est déjà présente dans Gmail. Là, c'est une sorte de version au carré de tout ça qui permet d'écrire des textes entiers. Mais je pense que dans quelques mois ou quelques années, on tiendra ça pour acquis et la création de valeur se sera déplacée là où cette intelligence artificielle ne peut pas faire concurrence aux humains, c'est-à-dire Pascal Delima, je la vous voyais. Pardon, la je vous coupe. beauté, l'outrance. Pascal Delima, comment Oui, tout vous voyez réagir? Comment s'y préparer à ces innovations? Alors, il y a trois éléments très très simples. C'est que effectivement, les métiers qui sont plutôt des métiers routiniers, on va dire, pour répondre directement à votre question, plutôt manuels, et où la compétence de pédagogie autour de l'ingénieur est faible, ces métiers ont vocation quand même à disparaître. Il y a beaucoup de métiers qui ont vocation à s'enrichir. Ce sont des métiers où il existe effectivement des compétences douces, ce que les Anglais appellent les soft skills, où là, effectivement, ça se marie très bien, où dans les fiches, dans les postes, dans les tâches que vous avez à faire, vous n'avez pas que des tâches administratives, routinières, vous avez des tâches diversifiées qui font appel à de l'interprétation, qui font appel à de la pédagogie de l'ingénieur. À de l'émotion peut-être. À de l'émotion aussi. Et c'est ces compétences douces en fait qui vont permettre d'enrichir le métier avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, en considérant l'intelligence artificielle comme un outil d'aide à la décision, mais autour duquel doivent s'adresser une compétence réelle, profonde, autour justement de compétences douces. Et donc tous ces métiers-là ont vocation plutôt à s'enrichir. Donc là, on n'est pas au grand remplacement, si je vous écoute, si je vous ai bien compris. La transformation. La transformation. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.